C'est bien sûr le grand soir qui se poursuit, mesdames et messieurs. À présent, ça se discute, oui, avec nos invités qui sont déjà sur place. Daniel Kagny Togla, bonsoir. Bonsoir Monsieur Théodule, bonsoir le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Très bien. Daniel Kagny Togla est donc enseignant et bien sûr analyste politique, observateur de la vie politique. Et il vient donc partager avec nous ses analyses, ses commentaires. Il est bien évidemment avec Winner Godonou Innocent, l'autre enseignant de l'ère de Chiller. Bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous les amis sur le plateau et surtout bonne fête à tous les musulmans pour la fête de l'Aïd el-Fitr, le Ramadan. Ah, très bien, bonne fête également à vous. Nicolas Sopétin. Oui. Bonsoir Théodule, oui. Bonsoir sur le plateau et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Coucou spécial, donc effectivement, comme le disait Innocent, à nos frères et sœurs musulmans qui ont passé un mois de carême. Et on souhaite vivement que les prières des uns et des autres soient exaucées pour le pays et pour eux-mêmes d'ailleurs. D'accord. Très bien, merci à vous. Effectivement, le grand soir et ça se discute, le plateau de ça se discute. Souhaite donc c'est une très bonne continuation de cette fête d'Aïd el-Fitr à tous parce que c'est un long week-end, demain samedi et d'autres mouvements s'installent déjà dans les de rue un peu partout. C'est aussi ça. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous intéresser au sujet du jour. Le premier, oui, depuis quelques semaines, quelques mois, on entend ici par là abus de sexe, abandon de bébés, viol de mineurs, des situations qui interrogent plus d'un. Mesdames et messieurs, on se demande, est-ce la morale qui a déserté le forum, qui a déserté le comportement humain, sinon de certaines personnes, et qui s'adonnent à ces pratiques et pourtant réprimées par la loi. C'est là la grande interrogation ce soir. Nous allons poser et trouver et aborder quelques pistes de solutions, évoquer les raisons également avec vous téléspectateurs, puisque vous aurez à intervenir à travers le numéro qui est affiché à l'écran. Par ce numéro, donc, vous allez envoyer vos différents messages par WhatsApp, pas d'appel vocal, pas de message non plus, des messages écrits, WhatsApp bien sûr, vraiment court, pas de longs messages aussi, pour nous permettre de les partager. Vous pouvez aller à plusieurs messages pour permettre aux téléspectateurs également, aux invités de pouvoir donc suivre. Alors Nicolas Souquetin, oui, est-ce que c'est ce qui se passe ici, ce qu'on entend, abus sexuels, viol sur mineurs, abandon de bébés dans les rues, est-ce que ces situations n'interrogent pas plus d'un et ne doivent pas inquiéter le monde? Ça c'est vrai, il faut s'inquiéter véritablement par rapport à cette situation qui devient de plus en plus récurrente dans notre société, mais il faut scinder les choses. Il y a la première partie, je crois qu'il faut parler de... Parce que les causes ne seraient pas les mêmes, abus sexuels et viols, ça sont de la même catégorie, abandon de bébés, ça c'est encore un autre fléau à part, et donc les causes ne seraient... Tout ça constitue une grande graine aujourd'hui. Oui, justement, les deux doivent interroger, les deux doivent nous inquiéter, et savoir pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette récurrence désormais de ces faits et actes dans notre société. Et surtout, ce qui est beaucoup plus d'actualité, c'est l'abus sexuel et viol sur mineurs. Moi, je pense quand même que les causes sont multiples et multiformes. Partie déjà d'abord d'un certain nombre de faits dans la société, comme par exemple l'éducation à la base, les relations que les enfants entretiennent déjà avec leurs parents depuis leur bas âge. Parce que là où quand on en arrive aux abus sexuels et aux viols, c'est qu'on a certainement des libidos poussés, très poussés d'ailleurs. Et là, ça, c'est un peu du fait que
par exemple, dans certaines religions dans la société aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éducations religieuses qui sont données et qui, ma foi, provoquent un certain nombre de problèmes psychiques au niveau de certains. Je ne dis pas que c'est forcément cela, parce que quand vous prenez, par exemple, le viol, les abus sexuels, où certains n'arrivent pas à contrôler leur désir sexuel ou à gérer leur désir sexuel comme cela se doit, ça peut être issu du fait qu'on a tellement refoulé les envies sexuelles, on a tellement refoulé les désirs quand ils nous prennent. Je veux parler, par exemple, dans l'église, dans la plupart des églises chrétiennes ou encore évangéliques, de façon, je veux dire, il y a ce qu'on appelle le péché de fornication qui est enseigné à la jeune fille, au jeune garçon, et qui conserve cela comme étant une règle, un principe strict à respecter, et qui fait que d'aucuns ne vont même pas à l'acte sexuel jusqu'à un âge très avancé, et parfois ça ressurgit en eux, ces désirs ressurgissent et qu'ils n'arrivent pas à gérer comme cela se doit. Et ils peuvent même parfois agir de façon inconsciente. Je parle là surtout de ce que Freud a développé pour parler de l'inconscient chez l'homme. C'est les manifestations donc de cette réalité psychique en l'homme qui est issue de fait de ces refoulés que nous avons eus, de ces relations que nous avons eues avec nos parents, avec les exigences dans l'éducation qu'on nous a donnée. Moi, généralement, si vous permettez, peut-être qu'on va revenir on va y revenir aux solutions. Donc, moi, je pense qu'au départ, l'une des causes pourrait être là. Donc, je récapitule, l'éducation religieuse peut être à la base et mieux le manque d'éducation religieuse pas un manque c'est une formation religieuse qui fait que l'enfant refoule un certain nombre de désirs qui devrait l'enfant ou l'adulte, attention à ça. Non, je parle d'abord de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne devrait pas avoir de désir. Non, le désir part depuis très bas âge en réalité. Maintenant, on demande à l'enfant... Désir sexuel, Nicolas? Ah ben oui, c'est ça. D'accord. Oui, et donc quand on essaie de gérer avec l'enfant jusqu'à un certain âge où il est adolescent, et puisque la loi religieuse ou bien l'enseignement religieux demande que l'on aille au mariage avant d'aller, on refoule ces désirs, même en tant qu'adulte, même quand on atteint un certain âge de jeunesse, parce qu'on n'a pas pu aller à l'acte au moment où ça devrait être. Donc, à un âge adulte, les désirs là ressurgissent sans que l'on le sache. Ça détermine donc une certaine personnalité sans que l'on ne le sache. Ok, d'ores et déjà, je ne suis pas d'accord avec le développement de Nicolas. Nous allons écouter les uns les autres. Winner, nous allons vous écouter par rapport. Mais selon vous, qu'est-ce qui serait la cause de toutes ces déviances comportementales que nous constatons chez certaines personnes qui s'adonnent, ils vont à ces pratiques, abus sexuels, viol sur des mineurs, viol sur des mineurs. Oui. Justement, viol sur mineurs, abus sexuels et abandon et des nouveaux-nés, ce sont des déviances qui sont d'ailleurs constatées, mais il faut dire aussi que ce sont des problèmes qui sont autant vieux que le monde. Maintenant, revenir aux causes, je ne suis vraiment pas d'accord avec Nicolas qui parle de l'éducation religieuse, parce que l'éducation religieuse est basée sur la morale. Et il y a forcément des restrictions, il y a des prescriptions sociales qu'il faut respecter. Ce n'est pas une éducation sexiste, en aucun cas. Et quand on parle de refoulement, ça c'est purement de la psychologie. Ça là, c'est de la psychologie. Maintenant, je pense que l'objectif de l'éducation religieuse et de l'éducation sociale vont dans le sens d'élever chez l'enfant un certain nombre de valeurs qui doivent pouvoir le caractériser, c'est-à-dire la discipline. Quand vous êtes discipliné, je pense que vous grandissez et vous évitez les vices et vous vous comportez de manière normale. Mais d'autres raisons expliquent aussi ces déviances-là.
à savoir même le patriarcat qui est le système dans lequel nous vivons dans la société et qui place l'homme dans une certaine position vis-à-vis de la femme et des enfants. Parce que ceux-là qui sont les victimes de violences sexuelles, de détournement de mineurs, ce sont les femmes et ce sont les enfants. Donc c'est ce système-là aussi qui plonge d'une manière ou d'une autre ou bien qui remet l'homme dans une place de supériorité. Et donc, l'homme voulant toujours exercer cette supériorité a tendance à en abuser. L'autre aspect est qu'il y a aussi les inégalités sociales. Les inégalités sociales conduisent à ces genres de déviance. Quand je prends un individu qui est un homme et qui est en position de force vis-à-vis d'une fille, par exemple, je prends un patron d'une entreprise et une fille qui est stagiaire, je pense que sa position peut influencer et il aura tendance peut-être à exagérer dans les relations qui existent. L'autre aspect aussi qu'on ne peut pas aussi négliger, c'est qu'il y a la nymphomanie aussi. Il y a des gens qui sont naturellement, vous savez, qui ont cette manie-là d'aller vers... N'oubliez pas que nous sommes sur une chaîne de télévision, nous allons... Bon, vous allez beaucoup nous excuser. Vous nous avez demandé des causes. Oui. Vous savez, vous avez des causes et parmi les causes sur le plan psychologique, parce qu'après tout, c'est un problème psycho-affectif, c'est un problème psychologique. Bien sûr. Donc, permettez-nous d'utiliser ce thème-là. Ce n'est pas une injure. Non, oui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas forcément une injure, mais c'est un état d'esprit, c'est un état biologique qui conduit l'individu à aller aussi à cette exertion-là. Donc, c'est autant de causes. Mais je reviens dire que l'éducation religieuse ne devrait pas frustrer, mais vise plutôt à discipliner les appétits sexuels, vise à discipliner certaines conduites qui ne fondent pas ou bien qui n'entrent pas en ligne de cause avec les valeurs sociales que nous sommes en train de tous partager. Oui, Daniel, quand on prend le cas ces différents cas que nous avons cités, alors pour vous, à l'observation de tout ce qui s'est passé, quelles conclusions pouvez-vous tirer? Bon, merci M. Théodule. Et je ne vais pas contredire M. Innocent. Mais je voudrais attirer quand même l'attention sur quelque chose. Le patriarcat ne peut pas être tenu comme une cause possible de ces vices que nous observons dans la société. Vous l'avez contredit. Et... de manière douce. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, le fléau s'accentue, ça prend de l'ampleur que de par le passé. Or, la société a toujours été patriarcale. Donc, on ne peut pas, je ne suis pas sûr. Maintenant, l'une des raisons que moi je vais évoquer de façon très précise, c'est que nous avons la paupérisation. C'est-à-dire la pauvreté aussi fait que les parents manquent de suivre leurs enfants et de ne pas être toujours dans la posture qu'il faut pour pouvoir donner à l'enfant l'éducation sexuelle qu'il faut, requise, et le mettre en phase avec la société qui évolue aussi rapidement que nous le constatons. Oui, le viol, c'est les enfants qui sont souvent victimes. Les enfants qui sont souvent victimes. Et les adultes sont des auteurs responsables. Maintenant, qu'est-ce qui pousse un enfant à aller vers un adulte, à faire confiance à un adulte? C'est lorsqu'il manque d'affection dans un couple. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de couples... Pas forcément dans un couple. Manque d'affection dans un couple. Oui, au sein d'un couple. Ou l'affinité qu'on développe avec les enfants. Justement. Ça dit quoi? Lorsqu'un voisin, un ami, ou bien une connaissance même, s'introduit dans une famille, c'est bon, et qu'au sein de la famille, l'enfant ne bénéficie pas de l'affection qu'il faut, de la part de la maman ou bien du père, à cause du temps donc, que nous manquons cruellement, l'enfant, ça dit faire une réorientation de son affection envers l'adulte. Et ça peut-être lui apporte une certaine attention. Oui, justement. Des petits cadeaux. Finalement, l'enfant s'accroche à celui-là qui finit par abuser de lui. Puisque... Alors, mais il y a un manque de maîtrise de soi. Justement, ça dit, j'évoque la raison d'abord. Maintenant, au niveau des adultes qui sont des auteurs, des co-auteurs de cette pratique, ce fléau-là, la raison est beaucoup plus psychologique.
que sociologique. C'est-à-dire qu'il y a des différentes phases. L'envie, c'est la partie animale de l'homme. Le désir sexuel, c'est la partie animale de l'homme. Et il y a des moments où, lorsque vous faites pression, une pression vraiment, et au lieu de l'orienter ou bien de l'exercer ou bien de le satisfaire, vous faites une pression qui ne fait plus là. Ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Et c'est ce qui fait que les adultes, sans le savoir, ils sont autant des malades ambulants. Ceux qui sont responsables de ces choses-là sur les mineurs, c'est des malades aussi. Ils ont besoin d'être soignés. Donc, je vais compléter en disant même que ce qui vient renforcer ce qui vient renforcer cette pratique-là, c'est le développement d'éthique. C'est le développement d'éthique. C'est-à-dire les réseaux sociaux où les enfants sont exposés à des films pornographiques, des films. Les parents ne sont pas à la maison, c'est eux qui ont la télécommande en main et ils suivent tout. Donc, ils n'ont pas cette éducation qui leur permet de dire non quand l'adulte le touche. Ou bien, ils prennent vite, ça prend vite quoi. Donc, ça fait que finalement la chose se démultiplie dans la société. Malheureusement, on le constate. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que c'est sur ce point-là, il faut vraiment qu'on réfléchisse. L'autre cas, l'abandon aussi, l'abandon des nouveau-nés dans les rues. Alors là, selon vous, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Oui, c'est d'abord celle qui a porté dans ses entrailles ce bébé-là, qui manque même d'affection pour le bébé. Parce que au moment de la grossesse, des problèmes seraient survenus, des problèmes liés certainement à un manque de reconnaissance de la paternité. Et puis il y a aussi la pression de sa famille biologique, les parents qui disent mais vous devez nous donner les auteurs, ou l'auteur, pardon, vous devez nous préciser l'auteur de cet enfant-là. Maintenant, dans ce dilemme, ou dans cette difficulté, eh bien, la femme qui vient d'accoucher, elle s'installe réellement dans une difficulté, n'a plus de repère. Et pour lui, dans sa tête, ce qu'il fallait faire, c'est d'abandonner carrément. Mais ça reste un crime parce que la société, on vous observe. Quand vous étiez en état de grossesse, les gens vous observent. Et aujourd'hui, il y a bien sûr la loi. Voilà, il y a la loi qui encadre, mais l'analphabétisme aussi est une cause majeure qui amène les femmes à se livrer à ces genres de déviance-là. Et je le disais, ça reste un crime, puisque d'une manière ou d'une autre, la société condamne le fait de pouvoir accoucher et de mettre l'enfant dans cette situation difficile-là. Mais heureusement aussi, dans la société, il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui récupèrent ces enfants-là et qui s'occupent de la preuve. Quand nous remontons un peu à la Bible, on sait que Moïse, à sa naissance, né dans l'eau, et bien finalement il a été recueilli, et Moïse aujourd'hui a impacté l'humanité. Donc ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont un destin, je peux dire, ils sont nés d'une manière ou d'une autre, avec un destin, je peux dire, un peu plus ambigu. Mais ils ont cet enfant-là, ou qui sont traités de ces manières-là, méritent quand même l'affection de leur mère génitrice. Et aussi dans la société, je pense que d'une manière ou d'une autre, je voulais revenir sur l'aspect que la société aussi contribue à ces genres de déviance-là. Et comment? Oui. Une femme qui est en situation difficile et qui n'arrive pas à identifier le papa, vous voyez comment la société, son voisinage la traite, stigmatise d'une manière ou d'une autre, la torture. Et cette torture psychologique-là l'amène à tout simplement choisir une solution tragique qui n'arrange pas elle-même et qui n'est même pas du tout la meilleure, une solution criminelle. Mais la société
indirectement, elle a contribué d'une manière ou d'une autre. Très bien. Oui, un instant avant de revenir à vous, Daniel. Nicolas, par rapport à ce cas d'abandon de nouveau-nés dans les rues, pour vous, qu'est-ce qui peut en être la cause? Voilà, ça c'est... Et à qui la faute? Oui, ça j'avais catégorisé les deux parties et je pense que pour le premier, mon intervention n'avait pas du tout été compris. Et Monsieur Daniel a semblé revenir un peu sur ce que je disais. Oui. Je pensais parce que je n'ai pas été l'abus sexuel. Oui, l'abus sexuel. Je démontrais au fait que c'est l'une des causes de la violence ou encore des abus sexuels vient d'abord de la psychologie de l'individu, qui a été formé à partir d'un certain nombre d'enseignements religieux. Et ça, je parlais de le péché de fornication qu'on enseignait à l'enfant. Alors, c'est parce que les problèmes liés à ce genre de choses, je suis d'accord que l'éducation religieuse contribue normalement à peaufiner l'individu, à encadrer tout ça, à maîtriser tous ces désirs. Voilà, mais il y a aussi un certain nombre d'enseignements, il y a un certain nombre d'enseignements qui, quand on veut les inculquer à l'enfant, quand on veut les inculquer à l'adolescent, il faut lui montrer les limites d'un certain nombre de choses. Or, dans l'église, dans certaines églises, je veux dire, il se fait qu'on n'arrive toujours pas à identifier ces limites. Dans certaines confessions religieuses, vous voulez dire, parce que là, vous portez, vous ce qui forme une psychologie qui détermine après une certaine personnalité de l'individu. Et Daniel l'a insinué implicitement, il dit, certaines personnes en arrivent à ces actes sans même savoir ce qu'ils font en réalité de mauvais. Et c'est de ça que je parle. Maintenant, revenons maintenant au cas dont vous parlez. Nous rappelons toujours aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer, avoir des messages. Et nous aurons le temps de les partager avec les invités et aux autres téléspectateurs. Oui, l'abandon d'enfants innocents est revenu sur l'une des causes, la stigmatisation de la jeune fille ou même de la dame qui est tombée enceinte et qui se serait retrouvée dans une situation où le père de la grossesse n'est pas connu. Et tout ça fait que déjà même... Oui, il est connu, il ne veut pas répondre à il est connu, il ne veut pas répondre à ça. Non, si on dit que ce n'est pas connu, c'est qu'il ne veut pas. C'est pas que la dame n'a pas désigné quelqu'un. Elle a forcément désigné quelqu'un, mais l'auteur refuse de reconnaître. Et là, on appelle ça sans père. De toute façon, mais déjà que aux premières heures de la grossesse, le père a refusé, il y a même certaines filles qui portent donc des gaines qui empêchent même la croissance du fœtus. Non, mais dit que le fait que le ventre grossisse et que l'entourage constate qu'effectivement qu'elles sont enceintes, elles portent des gaines pour empêcher cela et jusqu'à porter l'enfant jusqu'à l'accouchement. Et puisque les autres ne savent pas ou n'ont pas pu détecter qu'elle est enceinte, elles préfèrent se débarrasser du bébé, que personne ne lui demande, mais on ne t'a pas vu enceinte? Et comment en es-tu arrivé à avoir un bébé? Oui. Voilà l'une des causes. Donc, il faut appeler, si vous le voulez bien, il faut appeler les gens à la responsabilité. C'est de ça. Il y a une sorte de manque de responsabilité. Vous avez dit la dernière fois, quand vous allez à la chose, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait la chose. Et quand il y a la chose, il y a la responsabilité. Il faut pouvoir assumer, c'est de ça il est question. Parce que les causes, M. Daniel signalait par exemple aussi tout à l'heure, les causes sont d'ordre financier aussi. La pauvreté en a pour quelque chose. Les gens n'ont pas la possibilité de supporter le bébé qui vient de naître. La jeune fille qui est tombée enceinte elle-même a géré la vie difficilement et s'imaginer avec un bébé qu'elle doit nourrir désormais, ça lui pose d'énormes difficultés et là il préfère même donc se débarrasser du nouveau-né pour se coller la paix et continuer sa vie comme si de rien n'était. Ce qui est dommage dans la société, on ne devrait pas en arriver là. Mais Daniel Kagny, est-ce que c'est pas pour limiter tout ça, encadrer tout ça, que les tests ont été votés pour en quelque sorte limiter tout ce que nous constatons aujourd'hui comme dégâts. Cela ne vous empêchera pas de réagir par rapport aux causes de ces abandons. Oui, justement. Et pour revenir un peu sur les causes, c'est-à-dire il faut éviter l'abandon des bébés, bien sûr, des nouveaux-nés. Il faut éviter de toujours porter le chapeau aux femmes.
les hommes qui dénient les grossesses, comme l'a souligné M. Innocent, ils sont plus responsables que les femmes qui se retrouvent dans cette situation qu'elles n'aiment pas. Ce n'est pas de bon cœur parfois, hein, que les femmes sont obligées de se débarrasser de ce qu'elles ont porté dans leur ventre pendant 9 mois. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant que la société ne va pas revoir sa manière, son image, même de la femme, ces pratiques ne vont pas cesser. C'est-à-dire, une femme porte un enfant, elle tombe grosse, elle est enceinte, et la première chose qu'on fait, c'est qui l'a enceintée. Et c'est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Oui. Vous comprenez un peu. D'accord. Voilà. Mais on a l'impression que les gens ne s'intéressent jamais à l'état même psychologique de la femme qui est enceinte. Les questions, qui t'a enceinté là déjà, et si la dame a des raisons de ne pas dévoiler, ça déjà peut l'affecter à faire le projet de se débarrasser de son enfant à la naissance. Ça veut dire quoi? Je veux dire simplement que l'environnement, la société doit pouvoir revoir sa manière même de percevoir la femme enceinte. Il se peut que la grossesse soit la conséquence d'un acte inconscient. Elle n'a pas mesuré, elle se fait piéger. Ça peut être le cas. Maintenant, elle a été à la chose. Justement, la chose s'est sortie. Et elle a la chose. Elle a la chose. C'est un fait. Mais il va falloir l'aider quand même à se retrouver psychologiquement d'abord. Et on peut régler les autres problèmes. Pour enseigner ça, pour corriger ces clichés de la société. Justement, ça va être difficile parce que, M. Innocent l'a dit, c'est-à-dire l'analphabétisme est grandissant dans nos contrées. Les gens ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette capacité-là d'analyse, de réceptivité pour être transformés. C'est-à-dire que combien sont ceux-là qui savent qu'il y a affection et, comment on appelle ça? Oui, et impact psychologique sur une femme enceinte. Et pour pouvoir l'aider à s'en sortir. La femme elle-même, là, c'est-à-dire il y a ce problème-là qu'on doit corriger. Tant que nous avons un retard dans l'éducation, la formation, l'alphabétisation, on aura toujours ces trucs-là. Effectivement, les lois existent. Oui. L'État prend des responsabilités pour pouvoir permettre, bien éviter ce genre de déviance. Mais ça persiste. La raison est pourquoi? Parce que la loi ne se fait pas connaître. Je prends toujours le temps de le dire, c'est que quand vous prenez une disposition, ça peut être vraiment la solution à un problème donné. La meilleure des solutions à un problème donné. Mais il faut faire l'effort quand même d'aller vers les peuples, c'est-à-dire la vulgarisation. Il faut aller descendre vers les citoyens pour leur faire savoir le bien fondé de votre décision et l'intérêt qu'ils ont à quand même suivre la voie indiquée. Donc ça a souvent manqué dans nos pays, ce qui fait que les gens, ils ne connaissent même pas qu'il y a de loi, ils sont des ignorants, parfaits, et ils continuent allègrement dans l'innocence là, dans la pratique, ce qui n'est pas normal. Donc, ça reste mais en fait, il y a un aspect, la conscience morale. Lorsque une femme se débarrasse d'une grossesse, c'est que consciemment, d'une manière ou d'une autre, sa conscience va forcément lui reprocher quelque chose. Ça, l'aspect premier, son intuition forcément va lui dire que l'acte que tu es en train de poser là est mauvais. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit pouvoir vulgariser. Mais pendant que la femme est en train aussi de porter une grossesse, je pense que les psychologues, l'État a aussi la responsabilité d'engager des psychologues dans les centres sociaux pour apporter, pourquoi pas, il y a aujourd'hui un coaching. Oui, il y a aujourd'hui des lois qui... Il y a des centres d'écoute. Même des plaquettes, des projets qui sont des plaquettes. Bien sûr que oui. Et je pense que nous sommes en train déjà de jouer notre rôle ici, qui est surtout d'informer les uns et les autres et leur donner le circuit de communication qu'ils doivent pouvoir emprunter pour que la femme qui est enceinte puisse psychologiquement être dans une certaine quiétude, dans une certaine sérénité. Parce que vous le savez bien, une femme qui est malheureuse, une femme qui est psychologiquement instable, ça porte déjà des séquelles sur le bébé, le fœtus. Et aujourd'hui, certes, il y a des mesures d'accompagnement. Même si le papa ne reconnaît pas la paternité, il y a quand même une possibilité où l'enfant peut porter le patronyme
de la maman. Et donc, je pense que c'est déjà une solution, mais nous n'allons pas arriver là, comme on le dit, nous sommes dans une société patriarcale, donc forcément, on a tendance à toujours attribuer le patronyme de papa à l'enfant, et c'est ça qui influence même la société. Je me demande même comment la société perçoit le fait que l'enfant soit né des entrailles d'une mère et qu'on soit obligé de lui donner encore le nom. Donc, il va falloir surtout sensibiliser et que les psychologues puissent descendre sur le terrain, s'il le faut, pour aller sensibiliser surtout les femmes enceintes. On a même engagé des psychologues, même dans les centres hospitaliers, pour accompagner le travail que les sages-femmes et les infirmiers font déjà dans la prise en charge de ces Non, il se fait aussi que celles qui laissent tomber leurs enfants ou qui abandonnent les enfants, généralement, c'est des gens qui ne vont pas dans les centres de santé. Hein. Elles s'occupent de la grossesse elles-mêmes à la maison dans les conditions très délicates et qui, par des pratiques traditionnelles, peuvent accoucher et aller jeter l'enfant tranquillement. Parce qu'ils savent que quand elles se présentent dans les centres de santé, c'est on va lui demander l'attestation de paternité, le certificat formel des enfants. Forcément, elles ne vont pas dans les centres de santé. Et quand vous parlez, par exemple, tout à l'heure de la conscience morale, parfois, il y a certaines filles ou femmes, quand elles vont laisser l'enfant sur le tas d'ordures, elles sont souvent pas loin. Elles veulent savoir qui a récupéré l'enfant. Elles sont les premières à se présenter dès que quelqu'un va se servir de l'enfant. D'accord. Malheureusement, pour d'autres, l'objectif ne serait même pas qu'on retrouve les enfants et ils jettent ça n'importe comment. C'est le cadavre de l'enfant qu'on retrouve souvent. Malheureusement. Par chance, on retrouve le nouveau-né vivant. Oui, Daniel. Je voudrais ajouter rapidement quelque chose. C'est que il y a aussi une raison, je crois qu'on est en train d'oublier cela, de ne pas voir cela. C'est que aujourd'hui, comment on appelle ça? Le développement des filles mères, c'est-à-dire celle-là n'a pas encore l'âge, mais elle est déjà grosse. Il y a aussi que ce fléau, cette raison aussi, justifie le pourquoi, devant le fait la précocité. La précocité, un peu ça, merci beaucoup. La précocité, ça justifie le fait que, bon, dans l'état d'inconscience, la jeune fille, elle abandonne tranquillement, hein, c'est-à-dire ça ne la gêne pas trop. Vous comprenez un peu ça? Même si la conscience morale existe, c'est qu'il y a les conditions sociales qui font pression. Il y a d'autres points de la chose. J'en ai connu une dame qui est tombée enceinte et parce que le papa a décliné sa paternité, décliné sa responsabilité, la dame a assumé la grossesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Le bébé, elle ferme le bébé dans la chambre et elle peut passer toute sa journée dehors. Et elle a fait ça au moins 2 fois comme ça. On a retrouvé l'enfant mort déjà dans la chambre seule. Il y a de ces cas aussi qui se font. Est-ce qu'elle a été interpellée, cette dame? Non, mais puisque quand on Parce qu'elle doit pouvoir expliquer. Ça s'est passé sur le parc de Sekandi, là, où la dame a enfermé le bébé et des gens entendaient le cri, mais pensaient peut-être qu'elle était dedans. Parce que tantôt le cri survient et puis ça disparaît. Et après, les gens ont dû défoncer la porte parce que le cri devenait de plus en plus persistant. Et là, quand ils sont rentrés déjà, c'est déjà trop tard parce que l'enfant n'a même pas été nourri. Et quelqu'un a dû appeler la dame. Elle n'est plus revenue sur les lieux. Ah bon? Oui. D'autres voilà, des situations, des cas de conscience qui interpellent tous. Nous allons, si vous le permettez, partager ce message qui nous est parvenu. C'est de notre ami, notre fidèle téléspectateur qui nous suit tous les jours, Théodore Adjahoto. L'enseignant, il dit: bonsoir Monsieur Théodule, bonsoir à tout le plateau. C'est avec un grand plaisir que je vous suis tous les soirs d'entre deux jeux. Tout part de l'éducation reçue dès le bas âge. Sur un autre pan, nous pouvons parler des feuilletons ou autres comportements de l'Occident que certains jeunes copient naïvement. Bref, il va falloir repenser l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire celle de la maison, reçue à la maison, et l'éducation moderne, l'instruction, l'école, l'université, etc. Ça, c'est l'avis de notre ami Théodore
à Diaroto, l'enseignant qui nous suit tous les soirs, chers amis. Non, je suis totalement d'accord avec M. Théodore. Le bas âge, oui, je l'avais dit tout à l'heure, l'éducation qu'on donne. On aura beau penser que oui, tout est parfait au niveau de certaines institutions d'encadrement de l'enfant. Non, il faut pouvoir indiquer un certain nombre de limites aux choses. Il faut accompagner l'enfant jusqu'à un moment donné, lui savoir dire que tel c'est bon, jusqu'à ce moment-là c'est bon, à partir de tel ce n'est pas bon. Donc l'éducation, et ça c'est une des solutions qu'il faut rappeler abondamment. Et là ça interpelle tous. Oui, enseignants, parents, même dans la société. C'est pourquoi la question que vous posiez à la fin du sujet, c'est à qui la faute? Alors je crois que juste là on n'a pas dit à qui la faute. La faute est d'abord donc à la société, de façon générale. Donc une responsabilité partagée. Et donc les solutions, M. Théodore l'a dit, il faut repenser l'éducation à la base, repenser même le système éducatif. Et le système éducatif est mieux, l'éducation par les réseaux sociaux, canaliser même les feuilletons. Encore que moi, quand on parle, peut-être ce sera mon point de critique envers ce que dit les feuilletons en réalité. Parfois, on peut y trouver de bons enseignements, mais il se fait que nos enfants, les enfants ne suivent jamais, ne tirent jamais le bon côté, puisque le mal est plus facile à copier que le bien. Oui, Daniel. Oui, je suis d'accord avec M. Théodore, qui pense qu'on doit repenser l'éducation de base, l'éducation à la maison. Mais de quelle éducation? Comment repenser cela? C'est la question même c'est de la question là qu'il s'agit. Comment repenser l'éducation? Vous savez, dans notre société modernisée, industrialisée, maintenant, les parents n'ont plus le temps. Ils sont toujours à la recherche de quoi vivre. Ce qui fait que la maison souffre et l'enfant en paie le prix. Vous supposez que, vous comprenez que dans une famille, j'ai eu assisté à cela, dans une famille, il y a la maman qui a recruté une domestique là pour s'occuper de sa fille. La fille avait 8 ans, 9 ans, et un peu au-delà, 8 ans, 9 ans. Et elle fait venir dans la maison, lui quand les parents ne sont pas là, elle fait venir dans la maison son copain, à elle, c'est la domestique. Et le copain vient toujours avec des cadeaux pour donner à la fille en question. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La fille se plaint des douleurs génitales. Et finalement, quand on a fait les investigations, il s'est fait que le copain de la domestique a abusé de la petite fille. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les parents doivent être présents pour les enfants. L'éducation de base, on ne peut pas remettre ça à la main de n'importe qui. Vous voyez un peu ça? Lorsque les adultes qui sont dans vos environnements commencent par utiliser des expressions obscènes vis-à-vis de votre enfant, ma chérie, il faut interdire ça systématiquement. Parce que quand vous ne le faites pas, ça va accrocher l'enfant. Ça va accrocher. C'est sérieux ce que je dis, hein? Ça accroche les enfants. Ça dit que quelqu'un qui est vraiment... Et il profite pour toucher... Oui, bonjour ma chérie, ma fille, ça c'est pas une infinité. C'est juste pour... il y en a. Ça ne peut pas accrocher du coup. Ça relève de notre société, c'est-à-dire une certaine sociabilité ou bien commodité dans les choses-là. Mais il y a des adultes qui en abusent. Malheureusement. Donc moi, je me rappelle mon professeur d'histoire-géographie. Quand il avait fait son premier-né, et sa première fille là, on était allé le saluer. Et il y a un de nos camarades qui appelait la fille ma chérie. Elle va se marier avec son garçon. Bon, on a fini, on a déjà eu le bac. Comme voilà. Et qu'elle va se marier avec son garçon quand le professeur a refusé systématiquement. Et quand les enfants entendent des choses comme ça, là, ça dit ça les affecte. Et il faut limiter. L'enfant qui est né n'a rien entendu. Donc, c'est pas né. Ça dit sa première fille, mais c'est pas un enfant né, c'est pas un nouveau-né. Oui. Donc, c'est pour dire que ça aussi, il faut discuter avec les enfants réellement sur des questions relatives à leur affection, à leur compréhension, à leur manière même de voir ce qui se passe au sein du couple. Ça va leur éviter de s'exposer à ces risques. Oui, c'est de quelle éducation on parle? Est-ce que c'est l'éducation individualisée, l'éducation communautaire ou l'éducation religieuse? Moi, je pense qu'il faut insister sur l'éducation religieuse pour que les enfants ou que les gens aient la crainte de Dieu. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et
les plaisanteries de ce genre, moi j'appelle ça plaisanterie, quand on s'occupe trop des petits détails, quand l'enfant là ira à l'école et que quelqu'un sera en train de courtiser cette fille-là, le papa ne sera pas là pour l'interdire. Si vous avez bien éduqué votre enfant, quel que soit ce que les plaisanteries ou bien quel que soit ce que quelqu'un dira, ça ne va pas émousser les ardeurs. Moi, je pense que c'est des petits détails qu'on peut laisser, mais donner surtout une éducation à la lumière de la religion, une éducation stricte et une éducation basée aussi sur la communauté, sur le communautarisme qui était notre vivre ensemble avant l'arrivée des colonisateurs. Aujourd'hui, c'est une éducation individualisée. Il y a même des enfants qui commettent des bévues dans la société, mais l'entourage est incapable d'informer leurs parents parce que les parents n'ont pas cette ouverture d'esprit-là de comprendre ce que les autres sont en train de dire. Aujourd'hui, c'est un problème. Quand vous dites que la société ne va pas éduquer votre enfant, c'est une erreur très très grosse et c'est ça qui conduit. Parce que la société, d'une manière ou d'une autre, a un regard. Lorsque vous n'êtes pas là, mais l'enfant marche dans la rue et des gens l'observent. Si on trouve que l'enfant se comporte très mal, nous devons quand même avoir cette humilité ou cette qualité d'écoute, d'écouter les autres pour apprécier réellement la conduite de son enfant à son absence. Et là, c'est quand même une boussole aussi qui permet aux parents de mieux éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, c'est une éducation totalement individualisée. Même à l'école, vous savez, le châtiment corporel est interdit. Corporel est interdit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais nous ne devons pas rester fermés à toutes les critiques ou les observations faites sur les enfants, puisque après tout ça participe à l'éducation de cet enfant-là. C'est un sujet assez dense qui interpelle tous, et quand la question est posée ainsi, à qui la faute? Eh bien, il est sans dire que c'est une responsabilité partagée. Ça, la faute est à tout le monde, à tous les niveaux. Mais surtout aux parents. Surtout aux parents, parce que oui, tout part de la maison. Oui, on dit l'enfant est le père de l'homme. Alors, donc nous saluons en tout cas tous ceux qui s'efforcent au quotidien à donner une éducation très pointue, très rigide, très stricte à leurs enfants, ajouter aux efforts que fait le gouvernement, aux efforts que fait le gouvernement dans ce travail. C'est un travail de très longue haleine, avec des centres d'écoute, avec des rapprochements, tout ce qui se fait. Nous pensons qu'il reste véritablement à faire, qu'il faudra travailler davantage pour que nous n'assistions plus à ces déviances, qu'on réduise considérablement ces situations auxquelles on est confronté ou auxquelles on assiste ces derniers jours. Nous allons très rapidement, parce que nous avons des 15 minutes ou 10 minutes à faire encore, nous intéresser à cette situation que nous avons appris. Oui, le ministère du Commerce et du cadre de vie ont sorti un communiqué, puisque de l'autre côté, déjà, les marchés urbains qui sont construits, dont la gestion a été confiée en Conseil des ministres à une agence nationale, l'Agence nationale de gestion des équipements marchands, pour sa gestion et donc l'attribution de places. Et il y a de vils individus, des gens qui ont commencé par arnaquer de part et d'autre, Daniel, qui ont commencé par arnaquer les gens, mais disant qu'ils n'ont pas trouvé de place. Et puis, c'est des situations qui, vraiment, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai lu le communiqué, j'étais surpris. J'étais surpris, ça m'a fait rire. C'est-à-dire, c'est relatif, c'est lié directement à cette cybercriminalité qu'on dénonçait entre-temps. C'est-à-dire que on a l'impression que nous sommes en train de devenir un autre béninois, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus la retenue vis-à-vis de l'argent. Notre relation avec l'argent, vraiment, est en train de nous compromettre. On ne crée même pas les dispositifs justement, qui sont justement. Parce que ce n'est pas les vieux individus qui se sont livrés à cette chose-là. Ils savent que c'est l'État qui a restauré les marchés, qui a rénové. C'est l'État qui a construit. Et ils savent que l'État, c'est un appareil répressif. Mais on ne craint plus. Ça dit que cet appareil, on ne le craint plus, au point où on se donne le luxe d'aller arnaquer des gens sur des marchés, leur proposer des places. Heureusement que le ministre, les deux ministres ont sorti le communiqué pour éclairer le citoyen. Sinon, moi, j'allais dire simplement qu'ils sont complices.
Et ça laisse du discrédit sur la gouvernance même de notre État. Donc je veux dire simplement que il faut que nous, Béninois, on puisse quand même retravailler notre rapport avec l'argent. Parce que c'est ça le problème. Quand on parle de cybercriminalité aujourd'hui, on parle d'arnaque dans tous les sens. Hein, dans tous les sens. C'est le rapport même que nous avons avec l'argent qui a entaché notre conscience morale. Et finalement, on ne voit plus ce qui est bien pour l'intérêt général. On ne voit plus ce qui est bien pour... la gravité même de l'acte qu'on pose. On s'en fout même parfois s'il faut aller en prison. Je ne sais pas. Ça inquiète. Donc, je voudrais inviter quand même les concitoyens et surtout ceux qui sont des leaders d'opinion à vraiment faire une éducation regroupée, communautaire, comme le disait, aux adultes. Parce qu'on parle des enfants, mais les adultes même deviennent l'incarnation du mal. Ça pose un problème. Donc, par rapport au gouvernement, j'ai un petit mot à dire. C'est qu'il ne s'agissait pas simplement de sortir un communiqué. Puisque le fait... Selon moi. Puisque le fait a été constaté. Et normalement, l'enquête doit aller au bout pour situer les responsabilités, interpeller les individus qui sont livrés à ce jeu-là. Certainement que ça a été fait. Ça a été fait. Et maintenant, on est convenu, se sont entendus pour sortir ce communiqué et avertir désormais les gens. Et attention. Justement, maintenant, quelle sanction a été donnée? Personne n'en sait rien. Et finalement, est-ce qu'ils ont été arrêtés? Justement, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils ont été interpellés? Ils sont encore dans la nature et à d'autres occasions, ils vont se livrer à d'autres jeux. Il faut que les jeunes qui suivent ça puissent avoir des éléments en main pour craindre de se donner à Il faut principalement, surtout, que les victimes déclarent la situation. Parce justement. Aujourd'hui, quand j'ai appris que le gouvernement a construit des marchés et que de vils individus commencent déjà par arnaquer, moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que, vous savez, les gens sont très coriaces, quoi. Les gens sont courageux. Ils osent braver les dispositions mises en vigueur. Et pourquoi? Parce que dans le bon vieux temps, c'était ce système-là qui était érigé. Ailleurs, dans d'autres marchés, des vils individus s'arrangeaient prétendant où ils donnent l'impression que c'est eux qui gèrent le marché. Est-ce que vous comprenez? Et encore, même les victimes aussi sont complices. Parce qu'il y a des victimes qui se plaignent tout le temps. Je veux avoir une place au sein de tel marché. Et quand tu le dis à tout le monde, il y aura toujours des gens qui seront animés d'une intention mauvaise, d'une vilaine intention, qui tenteront même de t'escroquer. Parce que tu es dans le besoin, tu te plains tout le temps. Ce n'est pas seulement les arnaqueurs qu'on doit aussi condamner, mais les victimes qui font preuve aussi de naïveté. Parce que pour désormais avoir une place au sein des marchés construits par le gouvernement, je pense qu'il y a une agence et administrativement, vous devez vous conformer aux dispositions mises en vigueur. Je pense qu'il y a un canal, un circuit qui est déjà tracé et on doit pouvoir suivre ce canal-là. Et c'est pourquoi je dis longtemps, les gens étaient occupés ou bien étaient habitués à ce système de corruption. Et c'est ça qui tente aujourd'hui quand quelqu'un vient dire oui, je connais telle personne, on peut donner l'argent et gérer le voir. Cette corruption a déjà gangréné les habitudes et on a de la facilité à élever. Maintenant, il y a un réseau aussi qu'il faut démanteler, ces réseaux-là, parce que les individus que nous sommes en train de soupçonner, ils appartiennent forcément à un réseau. Un réseau peut-être qu'on peut exfiltrer ou bien infiltrer et essayer de démanteler ces réseaux-là pour apporter de la calmie, la paix et la tranquillité dans la vie des paisibles citoyens. Oui, Nicolas Sokoté. Non, vraiment, c'est dommage ce que disait Daniel, le rapport que le Béninois entretient aujourd'hui avec l'argent. Ça, c'est le nœud même du problème. On a comme impression que partout, on peut foutre son nez et chercher l'argent partout. C'est vraiment dommage. Et quand au mépris de tout cela. Oui, au mépris de tous les risques que l'on court. Parce que quand vous prenez de l'argent de cette façon-là chez quelqu'un qui se plaint et on vous prend, c'est la prison. Et la criette est là aujourd'hui. J'ai comme l'impression que les gens ne craignent même plus ça. Vous ne pouvez pas soutenir vos filles, vos enfants de la prison. Il faut être... Le mal à le dos dur. Malheureusement. C'est-à-dire que
là aussi, je rejoins Innocent qui parle de la naïveté des bonnes dames ou des victimes. Est-ce qu'il faut être naïf jusqu'à ce point? Mais le problème, c'est ça. C'est la question que moi, j'allais me poser. Parce que nulle part, je n'ai encore vu un marché réceptionné, inauguré sur le territoire national. Pour le moment. Pour le moment. Oui. Pour le moment, mais comment, même si c'était fait, alors le gouvernement aurait déjà indiqué, avec la méthode dans laquelle travaille ce gouvernement que nous connaissons bien, aurait pu indiquer déjà, ou indiquerait forcément les voies et moyens par lesquels il faut prendre pour avoir une place dans nos marchés. Déjà, on dit qu'il y a une agence qui est créée, qui gère et juste là, l'agence n'a rien annoncé encore. Mais comment, et ça, Innocent disait aussi quelque chose tout à l'heure qui me paraît pertinent, c'est-à-dire que les gens se plaignent tout le temps de comment faire pour avoir. Et là, le vil individu qui est à côté de vous, qui entend ça. Mais j'ai été témoin, non? J'ai été témoin. Moi, j'ai remarqué une dame et on est passé devant le marché de abattoir. Le marché de là. Et la dame disait que c'est des bonnes dames qui vont travailler là. Bon, s'il te plaît, tu connais quelqu'un que je peux toucher? Parce que moi-même, j'ai envie d'avoir une place là. Non, calmement, je lui ai dit non, je ne connais personne, mais je pense qu'il faut attendre d'abord que parce que les marchés ne sont pas encore, il y a des derniers travaux qui sont toujours en cours, et donc au fil des temps, je l'informerai de comment faire désormais pour qu'une place lui revienne, quoi. Il faut rappeler qu'au Bénin aujourd'hui, nous devons comprendre que rien ne se fait au hasard. Il y a toujours un circuit qui est tracé pour toute chose. Vous avez vu la dernière fois, le vendredi dernier, nous avons... formel, oui, le circuit formel se trace toujours. Depuis 2021, on a parlé de la loi sur l'IVG qui n'a connu maintenant les conditions de praticabilité, d'application que le 12 dernier. Donc, si entre-temps, déjà que ces conditions n'étaient pas fixées, et que quelqu'un se mettait à faire les choses n'importe comment, il pouvait tomber aussi sur le coup de la loi. Alors, donc, il faut attendre que le gouvernement communique sur les modalités pour pouvoir rentrer dans ces marchés-là. Ce qui est sûr, ces marchés-là vont concerner d'abord ceux qui avaient déjà une place dans les marchés reconnus et qui vont être délogés. Ce qui est sûr, sur ce point, nous n'en savons rien. N'oubliez pas que le gouvernement a en projet la délocalisation du marché international de Dantokwa. Et voilà. N'attendons pas de voir, moi je l'ai dit, et ça c'est ce que j'ai dit n'engage que moi, je n'en sais vraiment rien, mais n'attendez pas à voir les vendeuses de tomates, des tas de tomates dans ces marchés. Attention. Oui, parce qu'il y a la notion de justice. Ceux qui ont été délogés vont pouvoir être relogés dans ces marchés-là. D'abord, mais aussi des places. En tout cas, c'est clair. C'est peut-être ça. Oui. Donc, ce qui est sûr, l'ANAGEM se chargera de définir les conditions, les clauses, les conditions d'attribution, d'intégration. Nous allons sortir, faire rapidement un dernier tour de table pour sortir. Oui, nous commençons par justement, sur la question du marché, là, je crois que le gouvernement doit agir dans une certaine justice pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils subissent une certaine injustice qui peuvent les pousser dans le circuit informel qu'ils sont en train de créer là. Donc c'est un appel que la gestion soit vraiment une gestion orthodoxe, juste, dans l'attribution des places. C'est ce que je voudrais dire. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Ceux qui avaient une place dans Tokwa, c'est sûr, ils doivent avoir leur place dans les marchés, les nouveaux marchés construits. C'est le directeur de l'ANAGEM qui parle. Non, je dis que vu ce gouvernement, vu comment ce gouvernement travaille, on ne peut pas aller dans ces dérapages-là. Ce qui est sûr, quand un agent de l'ANAGEM va commettre encore de bêtises, il n'y en avait pas qui est commis. Non, je dis si on arrivait à faire avec la corruption qui peut y aller avec, ils tomberont certainement dans les filets et que la criette l'attendrait aussi forcément. Donc, moi je pense que les bonnes dames, les vendeurs qui sont dans les marchés indiqués là, doivent patienter que le circuit soit tracé pour tout le monde. Ce qui est sûr, si vous aviez une place, vous retrouverez votre place, suivant les modalités. Suivant les modalités. Il faut ça c'est clair. Suivant les modalités définies par l'ANAGEM. Oui, par l'ANAGEM. Et
quand les places, et ce qui est sûr, il y en aura, des places qui vont être réservées à d'autres qui sont ailleurs. Et donc, on trouvera selon nos modalités aussi, comment intégrer ces marchés. Je suis tout simplement impressionné par le discours de Nicolas qui est en train de rassurer. Je pense que notre rôle, surtout, c'est de rassurer les uns et les autres. L'importance des marchés construits n'est plus à démontrer. Ce sont des marchés qui respectent les normes de sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Les infrastructures sont bien bâties, sont bien construites pour assurer non seulement la sécurité des clients, la sécurité de tous les usagers, la sécurité même aux alentours. Et ce sont des places d'excellence pour les affaires, les transactions financières. L'État a vu juste, le gouvernement a vu juste. Nous tenons surtout à le féliciter pour cette politique qui est en cours désormais dans notre pays, qui vise surtout à décongestionner les grands marchés et à créer aussi d'autres centres, d'autres pôles d'activités commerciales un peu partout pour faire développer aussi d'autres communes et aussi d'autres arrondissements. Et c'est cet aspect-là que nous devons entrevoir. Ceux-là qui se hasardent à attribuer des places aux gens de manière fictive, ils sont en train de courir un très très grand risque parce qu'au moment opportun, une cellule de contrôle descendra de temps à autre sur le terrain pour voir le travail que même la NAGEM est en train de faire et comment aussi les usagers de ces marchés-là aussi fonctionnent pour le bien-être de nous tous. Une question à tous pour terminer, mais attendez-vous de voir la vendeuse je dirais des canaries en poterie s'installer dans ces marchés, ou les vendeuses de tomates en tas dans les petits paniers s'installer dans ces marchés? Non, mais oui, absolument, ce sont des denrées alimentaires quand même. D'accord. Et on en a besoin. Et les dispositions sont déjà, même la façon dont les hangars sont construits, les bâtiments sont érigés, ça fait appel à un certain respect du code de l'environnement et surtout de l'esthétique qui caractérise. Justement, c'est là la question que pose M. Théodule. Oui, en 30 secondes. Vu la qualité de l'infrastructure, est-ce qu'on pourrait assister à l'installation de cette bonne dame? Oui, il y a des étages au marché d'Antokpa aujourd'hui. Le problème, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que certains, qu'est-ce qui se passe? Il y en a par exemple à Dantokpa qui ont bien de boutiques, mais qui laissent carrément leur boutique et qui préfèrent aller s'installer. Non, la police s'en chargera. Voilà votre avis, M. Daniel. Il y avait un marché, il y avait un petit marché aussi à côté du marché d'Antokpa, non? Et on y allait, il y avait quand même un sérieux, une très bonne discipline. Oui, Daniel, la question que M. Théodule posait là, c'est une question pertinente. Je crois que ça dit la structure même du marché d'Antokpa. Vous voyez, les gens occupaient un peu partout. Ça dit qu'il y a des même un petit couloir de mètre carré. Voilà, des produits qui difficilement vont être chauds. Donc, ce n'est pas fait d'étagère. Voilà. Je crois que moi, je n'ai pas de réponse à donner, mais j'ai un appel à faire. Parce que les gens sont inquiétés, les femmes sont inquiétées. Pourquoi? Justement parce que la question là peut leur trottiner l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai encore la place? Est-ce que j'aurai, en fonction de ce que je vends, ce que je sais vendre, est-ce que je vais avoir encore la place? Donc, je crois que le gouvernement ne doit pas faire attendre la patience de cette bonne dame-là, qui font quelque chose. Au lieu de... contrairement à celle-là qui s'adonne à la pratique de cybercriminalité, elles font quelque chose, il faut que le gouvernement puisse sauvegarder ce qu'elles font déjà. Et il ne faut pas faire perdurer l'attente. De toutes les façons, il y a une structure qui a été désignée pour gérer désormais ces marchés. La structure montera au créneau pour définir les modalités d'attribution, d'occupation de ces différentes places qui existent sur ces marchés. De toutes les façons, n'oublions pas que l'optique, c'est de décongestionner le marché d'Antokpa, c'est clair, créer des pôles d'attraction, des pôles d'activité dans différentes localités. Mesdames et messieurs, dès que la NAGEM définira les conditions, on reviendra peut-être à analyser, commenter un peu. Ainsi s'achève l'émission Le Grand Soir de ce soir par Ça se discute. Merci à vous tous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Merci également à tous ceux qui ont envoyé des messages ou par
par message WhatsApp. Oui, merci à vous également pour votre fidélité. Bonne continuation de la fête d'Aïd-el-Fitr à toutes et à tous. Bon retour à vous, Daniel Togla, Kani Togla. Merci à vous aussi, Nicolas Sopetin. Merci à vous. Winner Innocent Godonou, bonsoir chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.